139 € de redevances audiovisuelles pour financer France Télévisions, dont le budget est de près de 4 milliards d'euros. 139 € pour que France Télévisions nous vende un monde dont nous ne voulons pas. La présidente de France Télévisions, dont la nomination avait été contestée, gagne 400 000 € bruts par an. Heureuse de percevoir l'argent du contribuable, mais ingrate envers les hommes blancs de plus de 50 ans qu'elle juge trop nombreux à la télévision. Son « Il faut que cela change » a suscité de vives réactions des hommes du sérail et de la bien-pensance. Racisme a évoqué Philippe Gildas, discrimination a ajouté Julien Lepers, ségrégation a conclu Patrick Sébastien. Sans aucune sanction, mais avec les 139 € de nos impôts, la présidente de France Télévisions poursuit sa politique idéologique et veut imposer, dès 2020, des clauses de diversité, des quotas. Mais la vraie diversité, Madame Ernotte, c'est donner la parole à la France de la province, à la France périphérique, à la France qui bosse et qui ne profite de rien, à celle de Zemmour, interdit sur France 2, à celle qui est patriote, à celle qui est moquée, blessée ou humiliée par les Ruquier, moi que ses consorts. Pour que votre argent ne contribue pas à financer les médias publics qui piétinent quotidiennement nos valeurs et notre vision du monde, offrez votre redevance à TV Liberté. Chaque centime des fameux 139 € sera dédié à rendre aux Français leur pouvoir médiatique, à rendre aux Français leur culture et leur tradition, à rendre aux Français leur fierté. Alors aidez-nous maintenant. Le film Les Misérables, produit par Lajli, a produit un résultat inattendu. Il a failli faire mourir le président de la République et son épouse préférée. Celui-ci est allé voir le film et a été pris pendant la séance d'une crise de larmes terrifiante qui, par capillarité, s'est étendue à toute la salle. Les eaux ont monté et il a fallu évacuer les spectateurs grâce à la brigade anti-noyade des cinémas parisiens, la très célèbre BANCP. Le président et son épouse, fortement choqués, ont été sauvés, comme la totalité des participants. Les seuls morts à déplorer sont les milliers de rats bloqués sous les sièges que la brigade n'a pas eu le temps de dégager. Autre effet collatéral de ce film, l'action du groupe Kleenex a explosé à la hausse en prévision de la crise de l'arme nationale résultant de la projection du film dans la France tout entière. Enfin, de belles perspectives de gros profits réalisés grâce à Manuchon et Brichetounette. Nous pouvons les remercier du fond du cœur. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire au producteur de films et de larmes, M. Lajli. Son origine africaine le propulse automatiquement dans le cercle des amis de notre président. Tout cela ne peut nous étonner. Son aura médiatique lui permet de tout dire, notamment de traiter Éric Zemmour de fils de P. Cela ne peut nous étonner. Si Éric Zemmour avait répondu à M. Lajli que ce dernier était un fils de P, Éric Zemmour aurait couché en prison le soir même. Cela ne peut nous étonner. Au fait, le tout Paris bruisse d'une rumeur intéressante dont je n'ai pu vérifier la véracité et je m'en excuse. Monsieur Lajli serait en train de préparer plusieurs films successifs qui devraient rencontrer un succès inouï. Le film Les Misérables numéro 2 raconterait la triste épopée du misérable Mera et de ses complices qui, poussés par leur passion de l'islam, assassinèrent froidement des adultes et des enfants. Les Misérables numéro 3 raconteraient la triste épopée des misérables musulmans assassins des spectateurs du Bataclan. Le film Les Misérables numéro 4 raconterait la triste épopée du misérable musulman qui assassina avec son gros camion un grand nombre de pacifiques promeneurs à Nice. En réalité, M. Lajli a compris qu'il avait entre les mains un filon inépuisable et que la série sans fin qu'il prépare l'occupera jusqu'à son dernier jour.
Pour conclure, je me permettrai de donner un vrai conseil d'ami à M. Lajli, qui a insulté violemment le malheureux Zemmour qui n'en demandait pas tant. Notre bon Jean de La Fontaine aurait ainsi conclu cette triste affaire. Que l'on soit blanc ou noir, l'insulteur est misérable. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Le désir est une chose bien inconstante. C'est une véritable fable de La Fontaine, version 21e siècle, que trois hommes ont personnifié. Tony et Barry sont deux millionnaires britanniques. En 1999, ils mettent en scène leur couple et la naissance du premier bébé par mère porteuse au Royaume-Uni. Ils récupéreront, entre guillemets, d'autres enfants au fil du temps, 5 en tout, nés par mère porteuse, bien évidemment. Militants de la cause homosexuelle, ils offrent alors un portrait idyllique de ce qu'ils appellent un couple, ouvrez les guillemets, comme les autres. Seulement voilà, après 32 ans d'union et autant de couvertures de magazines célébrant leur amour, méritant le mariage, Barry met fin à ce même mariage. La raison ? Barry, 50 ans, est tout simplement tombé amoureux d'un autre homme. Et cet autre homme, c'est le petit ami de sa fille entre guillemets, bien sûr, sa fille adoptive. Monsieur Barry, tout millionnaire que vous êtes, cela ne se fait pas de voler ainsi le petit ami de sa fille. Bon, calmons-nous, calmos, du calme, on se calme. Mais non, en fait, il n'y a rien d'immoral là-dedans. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Faudrait pas voir le mal partout. Non, mais des fois quand même, zut alors. Tiens, cette histoire me rappelle une autre. Il s'agit cette fois de Jimmy Shoop, premier Américain reconnu comme n'étant ni un homme ni une femme. Eh bien, ce garçon regrette déjà publiquement son statut actuel et se félicite d'avoir eu la présence d'esprit de ne pas s'être encore fait couper ses sympathiques excroissances situées en bas du ventre. Si La Fontaine avait fait de cette histoire une fable, il aurait sûrement conclu ainsi « Mieux vaut grandir du bas qu'être coupé tout ras ». Quelle leçon tirer de ces belles histoires d'amour ? C'est que le désir est une chose bien inconstante. Subordonner les institutions politiques au seul désir des individus, c'est subordonner la société entière à l'instabilité de ces mêmes individus. Depuis des décennies, notre système législatif et juridique s'est engouffré dans cette brèche et détruit méthodiquement toute notion de bien commun au profit de la seule jouissance individuelle. L'on en arrive à des extrémités inouïes. Le père homosexuel d'une fille conçue par mère porteuse s'approprie un beau jour l'ami de sa fille. Il faut donner le dernier mot à Jean de La Fontaine. Une fille adoptive, si elle veut aimer, doit cacher son amant par son père convoité. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Alerte générale dans le monde de la culture. La section Antiquité gréco-romaine du Louvre est devenue un refuge pour nostalgiques du Troisième Reich. C'est la découverte ébouriffante et décoiffante de France Culture qui vient bousculer nos certitudes les plus profondes. La Vénus de Milo n'est autre que l'incarnation des fantasmes secrets de Joseph Goebbels. Oui, France Culture a 1000 fois raison, a 100 000 fois raison. La Vénus de Milo est sculptée en marbre blanc. N'en croyant pas mes oreilles, je suis allé le vérifier personnellement et je peux le dire publiquement. La Vénus de Milo est honteusement sculptée en marbre blanc. L'artiste est allé choisir le marbre de Paros, qui est blanc.
Il aurait pu choisir un marbre de couleur foncée ou de couleur noire. Honteusement, il a choisi un marbre blanc et a révélé ainsi sa face la plus noire. Il est raciste. Cette considération époustouflante d'intelligence et de subtilité a germé dans le cerveau d'un spécialiste de la statuaire grecque, Philippe Djoquet, sûrement très bien formé et très certainement remarquablement déformé par l'idéologie. En effet, pourquoi de telles statues ont-elles été considérées à l'âge classique comme des chefs-d'œuvre? Non parce qu'elles étaient blanches, noires ou couleur arc-en-ciel, LGBT ou autres, mais parce qu'elles donnaient à voir une certaine perfection de la nature dans leur forme, dans la compréhension qu'elles révélaient du corps humain. Pour imaginer que la blancheur de telles statues alimente une vision raciste d'un monde raciste, il faut vraiment en tenir une sacrée couche de peinture noire. Monsieur Djoquet est peut-être un chercheur bardé de diplômes, mais il est surtout un idéologue de premier ordre qui tord la réalité à travers le prisme de son idéologie primaire. Au fait, ce bon monsieur Djoquet, sait-il que dans l'admirable site de Rocamadour, il trône dans l'un des sanctuaires une admirable Vierge noire que viennent massivement prier les pèlerins de tout pays? En y réfléchissant, est-ce que ça ne serait pas du racisme anti-blanc? Il faut en parler au pape François. Cette affaire va sûrement juste l'interpréter quelque part, je veux dire. Prochaine offensive à prévoir du côté de France Culture. La musique, bien sûr. Et France Culture aura raison. Comment ose-t-on affirmer qu'une touche blanche vaut 2 touches noires? Il faut faire cesser ce scandale. Et France Culture va s'en occuper. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Il faut bien préparer l'échéance des municipales 2020. Ah ben pour sûr Damouy. Du coup, l'ami Hidalgo, notre mairesse favorite, notre mairesse préférée, notre mairesse adulée, s'est dit que donner le sentiment, que dis-je, l'illusion, l'espace d'un instant, qu'on essayait de trouver une solution au problème des migrants, ça ne pouvait pas lui faire de mal. Comme le dit souvent ma tante Gertrude, Montigard, il n'y a pas de mal à se faire du mal, mais si, il y a du mal à se faire du mal, justement. Et en revanche, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Eh bien donc, à partir du moment où l'on restait dans les limites du gauchistement raisonnable, l'on organisait une évacuation d'un camp sauvage de migrants. Le but affiché était évidemment de les mettre à l'abri, mais surtout de ne pas les renvoyer chez eux, vous imaginez bien. Or, ainsi donc, 700 migrants installés porte d'Aubervilliers étaient dans le collimateur de cette opération de de sécurisation. Le jour de la grande évacuation du grand camp sauvage de migrants arriva donc, sauf que le jour de ce grand jour, pas un seul petit fonctionnaire de police à l'horizon pour faire le boulot. Ou plutôt si, il y en avait 3, mais avec ça, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, annulation de l'opération et retour à la case départ. Il paraît que c'est la faute de la préfecture de police qui n'a pas fait le nécessaire et qui n'a pas envoyé le personnel demandé. Au lieu des 10 quarts demandés, 3 pelés et même pas 2 tondus. Dans les derniers jours de novembre, belote et rebelote, la communication se remet en route. Le grand jour de l'évacuation arrive et cette fois, ça dégage dur. Les migrants clandestins s'en vont pour reformer un nouveau camp sauvage un tout petit peu plus loin. Très prochainement sûrement, ce nouveau camp sera démantelé et les migrants clandestins retourneront dans le camp évacué fin novembre. Leurs troupes, d'ailleurs, auront grossi des migrants clandestins qui, tous les jours, arrivent tranquillement à Paris avec la bénédiction des autorités et du pape François. Quoi qu'il en soit,
Reine Hidalgo agite frénétiquement sa communication pour montrer qu'elle règle tous les problèmes. Si son action échoue, elle n'y est pour rien. Finalement, telle est la clé de sa politique de communication. Les rats qui grouillent partout, elle s'occupe du problème. Et si les rats prolifèrent, c'est qu'ils sont chauds lapins. Le déficit abyssal de ses finances, elle s'occupe du problème. Mais si le déficit se creuse, c'est la faute à Rousseau. La pollution explose, elle s'occupe du problème. Mais si la pollution augmente, c'est la faute aux pollueurs. Les gens sont décidément bien méchants de l'empêcher de faire son travail correctement. Sartre avait dit en son temps, l'homme est un loup pour l'homme. Une fois de plus, le pauvre Sartre s'est magistralement trompé. L'homme n'est pas un loup pour l'homme, il est un loup pour Hidalgo. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Comme le savent très bien les téléspectateurs de TV Liberté, la nouvelle science du XXIe siècle, à savoir la conosophie, la science des crétins, connaît un succès foudroyant. Les diplômés en conosophie se bousculent au portillon et atteignent des degrés de crétinitude époustouflants. Deux bons gars bien de chez nous viennent de décrocher l'agrégation avec les applaudissements du jury. Le premier est le surbrillant Castaner, dont l'intelligence éclatante est apparue lorsqu'à une question posée de bon sens, question de grand bon sens, qui lui était posée, il répondit que la question posée était complètement idiote. Là, le ministre a révélé la puissance de sa pensée. Sa supériorité intellectuelle lui permet de fustiger instantanément les imbéciles patentés qui posent des questions idiotes. Il est loin pour M. Castaner le temps peu glorieux de sa jeunesse où il tripatouillait dans des choses bizarres sur la Côte d'Azur. Maintenant, M. Castaner est agrégé en conosophie et mérite vraiment son diplôme. Respect. Le deuxième bon gars bien de chez nous, qui vient de décrocher l'agrégation de conosophie, est un certain Monsieur Lallemand, préfet de Paris de son État. Le jury lui a attribué son diplôme en l'acclamant debout afin d'honorer son extraordinaire sens de la répartie. En effet, notre nouveau conosophe, paradant en uniforme, place d'Italie, se fit interpeller par une femme fort sympathique. Notre préfet lui répondit gracieusement « J'ouvre les guillemets, nous ne sommes pas du même camp. » Fermez les guillemets. Ainsi donc, celui qui touche un salaire payé par nos impôts, celui dont le rôle est d'être au service de tous les Parisiens, qu'ils soient de gauche, de droite, catholiques ou francs-maçons de couleur blanche, rouge ou jaune, celui dont le rôle est d'être un facteur de cohésion sociale, eh bien, ce loyal serviteur se transforme en chef de camp, en chef de guerre, un vrai Napoléon en somme, et il jette dans le camp du mal une bien gentille Parisienne qui a le tort de lui poser une question. Pour cela, il était normal qu'il reçoive l'agrégation de conosophie avec mention très bien. L'excellent Jean Raspail avait écrit en son temps le très célèbre Camp des Saints. Il est probable qu'il ne classerait pas les Castaner et autres Lallemand dans un tel camp. Avec son humour décapant, nous le verrions plutôt les classer dans le camp du diable. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.